Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire le chapitre numéro 14, 15 et 16 d'Arthur Rimbaud. On va lire avec vous et c'est parti. Un rayon de soleil s'insinue à travers le toit percé, chatouille ses narines. Allongé tout habillé sur la paillasse, Arthur marmonne un jurant, se retourne, cherche un bout de couverture pour se protéger de la lumière, mais le sommeil s'est enfui. Il ouvre les yeux, Ernest dort à même le sol. Tombé du lit pendant la nuit, il se dirige vers la petite table couverte de feuillets manuscrits. Le livre restait ouvert en panne. Il bâille, la nuit a été trop courte. Ernest est venu le chercher vers 10h. Tout le monde dormait, la mère ne s'est aperçue de rien. Enfermés dans leur cabane, ils ont écrit des vers satiriques, les poèmes composés à deux mains, chiffonnés, traînent à terre. Parmi les mégots de cigarettes, ils ont parlé, écrit, fumé, aussi beaucoup. Le paquet rose est vide. Ernest renfle, amusé. Arthur sourit et puis pousse la porte. C'est l'aube, l'heure première, indicible, celle qu'il préfère. Il fait encore frais en ce début d'octobre, mais le soleil pointe et s'amuse à faire jouer dans le feuillage des arbres les couleurs ocre de l'automne, annonçant une belle journée, une de celles qui renoue momentanément avec l'été. Un tapis de feuilles mortes se déroule à ses pieds. Là-bas, à l'orée du bois, la Meuse se poursuit jusqu'à la ligne des forêts. À l'opposé, les collines de Mézières et ses fortifications. Charleville et ses rangées de toits d'ardoises alignés au creux de la vallée. Il marche d'un pas ferme. Soudain, les couleurs de l'automne éclatent, illuminent le bois. Baou! Il vole à tire-d'aile vers la forêt. Alors le nez en l'air, les yeux rivés sur l'oiseau, des rêves plein la tête. Il accélère. Bientôt, il va courir. Devant lui, la forêt avec ses créatures légendaires et mystérieuses. Derrière, la main de l'enfant, la bouche d'ombre. Le choix est fait. Il se retourne une dernière fois sur la porte de la cabane. Ernest dort toujours, c'est lui qui devra affronter la mère pour lui expliquer que ça y est, il est reparti, tant pis. On en reparlera au retour. Ici retour et il a marché son trève toute la journée suivant la route que là-haut. L'oiseau tracé dans le ciel. Il a trotté par les petits sentiers en se nourrissant de mûres ou de fraises des bois. Il se sentait des ailes dans le dos, car dans son dos, Charleville s'éloignait un peu plus à chaque pas. Il a traversé des villages dont les noms n'ont pas fait rire. Vank, Wark, Wamecourt, les noms l'ont fait rire. Le te des noms qui ressemblent à des onomatopées. Tandis que le soir qui tombe s'apprête à clore cette première journée de fuite, il chemine encore, picoté par les blés rêveurs, laissant le vent baigner sa tête nue. Il ne parle pas, il ne pense à rien. Il s'en va simplement dans la nature. Les environs d'une petite cité calée dans un méandre de la Meuse apparaissent bientôt. Fumeille, il lui faut trouver un endroit où dormir. Loin des hommes, loin des usines, un petit chemin le conduit jusqu'à un bois de noisetiers. Le ciel sera son toit, un tas de bruyère lui servira de couverture et le froufrou des étoiles le bercera. Il s'accroupit au bord d'un ruisseau, boit avec avidité, puis s'allonge et observe le ciel. Un brouillard s'est levé, enveloppant de brume les arbres et les fleurs. Au loin, l'orage gronde, menaçant. Il se rapproche et soudain, une pluie de tempête s'abat sur le bois. Le vent de la hausse jette des glaçons. Alors il se lève et se met à danser pour les trempes d'eau qui fouettent son corps. Il marche, les bras en croix, la tête renversée, la bouche ouverte pour avaler la pluie. Gober cette liqueur d'or. Il titube, saute à pieds joints dans les flaques. L'orage redouble de violence, mais il s'en moque. Il se sent fort, aussi fort que la nature. Pendant 1 heure, 2, peut-être plus, il brave l'orage. Le temps n'apporte plus. Le temps n'est plus son ennemi, car l'ennui est banni. Lorsque, enfin, l'épuisement le gagne, il va s'abriter sous un arbre, là, bercé par les battements de la pluie. Sur l'écorce, grisée par l'odeur du bois trempé, ivre, il s'endort, heureux. L'eau qui goutte sur du tronc d'arbre le force à ouvrir les yeux. Il est fourbu. Tous les membres lui font mal, mais c'est l'aube. C'est son heure. Alors il se lève. Son estomac jette un cri de détresse. Il ramasse une poignée de noisettes qu'il grignote, accroupi au bord du ruisseau. Il aperçoit son reflet dans l'eau. Le tissu de sa veste est si usé qu'on voit au travers sa culotte à large trou. Ses chaussures n'en fuient de lacets, avec les deux élastiques tout élimé. Il éclate de rire, il s'allonge, il a encore sommeil. Il voudrait rêver. Baou! Un battement d'aile.
Un léger sifflement, le voilà alors il ferme les yeux. Et le souffle tiède de l'oiseau sur sa joue appelle un sommeil peuplé de visions. Il se voit suivant une route où les arbres parlent, les fleurs disent leur nom. Il traverse un bois de laurier, puis s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Les sapins se dressent au-dessus de lui, telle une armée de géants, et soudain s'écarte, là-bas, au loin, une immense cascade rugit dans un bruit de tonnerre. Elle scintille sous le soleil comme une gigantesque chevelure blonde, et sous cette chevelure sans fin se dessine un corps, haut comme une chaîne, plein de rondeurs argentées, dominant les clochers et les dômes. Circeto qui veut dire illumination. La déesse, il tend les bras vers elle pour entourer son immense corps. Il se réveille à midi, assis au bord d'une route, sur la bitume. Le bitume partout, pas de fleurs. La forêt est loin. Derrière, nulle trace de l'oiseau à ses pieds. Les feuillets épars de ses carnets de rimes noircis de son écriture. Quand a-t-il écrit pendant son sommeil qu'il a guidé sa main? L'oiseau, la déesse, il ramasse ses carnets, la cache dans sa ceinture, puis se lève. Il a décidé de poursuivre, de pousser jusqu'à Charleroi. Oui, il va passer la frontière, plus désintéressé que le meilleur des mendiants. Fier de n'avoir ni paix ni ami, petit poussé rêveur, en grognant dans sa course des rimes. Les rues de Charleroi sont désertes, c'est l'heure du souper. Arthur se traîne, fourbu à bout de force. Après ce 8e jour de marche, une faim atroce lui noue l'estomac. Et la nuit qui approche amène avec elle un froid piquant qui lui fait trembler. Épuisé, il s'assoit sur un trottoir près d'un soupirail. Une agréable odeur de cuisine s'en dégage et le met à la torture. Il reste le museau comme un petit chien, à quatre pattes derrière le soupirail. Il renifle et observe en bas la modeste cuisine d'un intérieur bourgeois. Une ménagère est en train de préparer une volaille rôtie. Elle s'affaire avec méthode, assaisonne sa viande, pique un couteau dans la chair, décide de la remettre à cuire, puis échange quelques paroles avec un enfant qui est venu la rejoindre. Ils ont le dos tourné, ils ne voient pas la figure maigre et hâve du jeune garçon qui, aux aguets derrière le soupirail, a les yeux rivés sur la tablette de chocolat que le petit a entamé puis négligemment posé sur la table. La table est tout près du soupirail. La femme et l'enfant parlent encore pendant quelques minutes. Une éternité pour celui qui les guette. Enfin, la jeune femme s'essuie les mains à son tablier, le retire, prend l'enfant dans ses bras et, après avoir jeté un dernier coup d'œil à sa volaille, quitte la cuisine. Aussitôt, Arthur passe la main à travers les barreaux du soupirail. D'une légère pression, il parvient à faire céder le loquet de l'étroite lucarne qui se soulève. Il introduit sa main dans la maigre ouverture, puis le bras entier, remerciant la nature de l'avoir fait si menu. Il s'étire dans les bras de toutes ses forces vers les petits carrés noirs. Les fourmis le piquent, menacent d'engrandir son bras, mais il parvient tout de même à saisir la tablette de chocolat. Fier de son butin, il s'éloigne et le dévore en quelques secondes, alors que là-haut, dans le ciel, la lune avec son sourire en forme de croissant baigne sa tête nue d'une lueur argentée. Il se lèche les doigts longuement, mais le chocolat n'a fait que le mettre en appétit et aiguiser sa faim. Il ne pourra pas dormir sans avaler quelque chose de plus consistant. L'estomac dans les talons, il se traîne jusqu'au bout de la rue. Attiré par une enseigne au cabaret vert, c'est une auberge. Le nez collé à la vitre, il aperçoit une rangée de tables, des visages, des mains qui s'agitent, tenant de couteaux et fourchettes. Comme la faim lui tord les entrailles une nouvelle fois, il pousse la porte et entre. Une bouffée de chaleur le fait aussitôt respirer d'aise. L'agitation est intense. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et surtout beaucoup de verre. Tous les meubles sont peints en vert. Les tables, les chaises, les murs et même l'éclairage baignent les visages des clients de reflets verts. Lui n'a jamais mis les pieds dans un cabaret, mais l'endroit lui plaît. Et comme personne ne prend garde à son allure de vagabond, ils ne se sont guère intimidés après avoir repéré une table libre sous une grande tapisserie murale. Il va s'y installer, allonge enfin ses jambes torturées par une marche incessante. Une serveuse plateau en main va de table en table. Elle évolue avec une grâce infinie entre les chaises et rit lorsqu'une main hardie tente de dénouer son tablier. Elle n'a pas peur au besoin de distribuer quelques baisers en remplissant une chope de bière. Et pour le petit monsieur, qu'est-ce que ce sera? Le petit monsieur n'a pas entendu la question. Les yeux rivés sur les tétons énormes de la fille. Il en a presque oublié sa faim. Un éclat de rire le tire de sa rêverie et les joues écarlates, il demande des tartines de beurre, du jambon. S'il vous plaît, elle est si rapide devant la table, faisant sorte de pencher vers les
sa poitrine opulente. Puis s'éloigne en riant encore. Quelques minutes seulement et la voilà de retour qui lui apporte une assiette verte sur laquelle sont posées 3 grosses tartines de beurre et du jambon rose et blanc, parfumé d'une gousse d'ail, tandis qu'il la regarde lui aussi en souriant. Elle remplit une immense chope. La bière est couleur miel, comme sa chevelure et la mousse qui déborde provoquent un nouvel éclat de rire. Les tartines et jambons disparaissent en éclairs. La serveuse qui, derrière le comptoir, dévore des yeux son jeune client, lui apporte aussitôt un bol de soupe. Offert par la maison, déclare-t-elle gaiement. Tout en dégustant son bouillon, il regarde les tapisseries au-dessus de lui. Elle représente une scène de chasse en forêt. La forêt, l'oiseau, le rêve, la bière, on commence à faire son effet. Ses yeux se ferment et il s'endort, le nez dans la soupe, la cuillère encore à la main. 1 heure à peu près se passe, puis une légère secousse le réveille. Je termine mon service, dit la jeune serveuse, je dois encaisser, ça fait 3 fois. Il se redresse avec peine et met les mains dans ses poches. Vite, bien entendu, il jette un regard furtif vers la porte, mais la bière lui a coupé les jambes. Jamais il n'aura la force de courir pour s'enfuir. Le petit monsieur n'a pas un sou, vrai, demande la jeune fille. Il acquiesce en baissant les yeux, et le petit monsieur n'a pas où dormir non plus, vrai. Vrai. Un nouvel éclat de rire. Elle se penche et faisant mine de débarrasser lui murmure à l'oreille. Tu vois cet homme en redingote à l'autre bout de la salle. Il est là tous les soirs et il m'aime tellement que lorsque je lui présente sa note, il préfère compter les boutons de mon corsage plutôt que le détail de ses plats. Tes 3 francs, il va les payer sans s'en rendre compte. Quant à toi, tu vas dormir dans ma chambre, prends l'escalier derrière le comptoir. 1er étage au bout du couloir à gauche. Mais il n'y a pas de mais, c'est sans risque. Le patron n'est pas là ce soir. L'offre est trop tentante, il n'a aucune raison de la refuser. Tandis que la jeune fille se dirige vers l'homme en redingote, il prend l'escalier. La chambre minuscule est éclairée par un réverbère qui, comme planté par hasard sous la fenêtre, jette une lumière triste. Le mobilier est réduit au strict minimum. Un lit est une table, que doit-il faire? Oh, elle ne va pas tarder à le rejoindre et le lit est décidément bien étroit. Tant pis, pas la force de réfléchir, il se glisse tout habillé entre les draps. Quelques minutes se sentent à peine écoulées que la porte s'ouvre. Déjà au dodo, mon petit ange, demande-t-elle en se montrant. Sans attendre de réponse, elle se dirige vers la fenêtre et commence à se déshabiller. Elle sait que la lumière du réverbère donne des jolis reflets à sa peau nue. Lui, le drap remonté jusque sur les oreilles, regarde les seins énormes, les hanches viandes sur la chevelure couleur de miel. Alors il pense aux tresses noires de la fille aux allures d'indienne, à la petite bottine qui s'enfuyait sous la jupe de la demoiselle sur la promenade des Tilleuls. Elle s'est collée tout contre lui dans la fraîcheur des draps et caresse ses cheveux emmêlés de broussailles et d'épis de blé. Puis tandis que ses lèvres cherchent les siennes, elle s'aperçoit qu'il dort. Déçue, elle croise les bras dans le noir, soupire, se tourne de nouveau vers le visage d'ange boudeur qu'elle contemple un instant. Je ne sais même pas comment tu t'appelles, murmure-t-elle, comme il repartira à l'aube, avant même qu'elle n'ait ouvert les yeux. Elle se lève et se glisse un peu d'argent dans la poche et de sa veste ses petites économies autant qu'elles servent à quelque chose. Enfin, elle se recouche. Moi, c'est Nina, dit-elle avant de s'endormir. Dans le train qui le conduit vers Bruxelles, il pense à elle. Est-ce la fille aux allures indiennes, la demoiselle sous les Tilleuls, ou la fille aux tétans énormes qui lui a laissé de l'argent pour poursuivre son voyage? Il n'en sait trop rien. Las de regarder défiler un paysage de brume et d'usine derrière à la vitre, il sort son carnet de rimes et écrit « À elle, en wagon le 7 octobre 1170. Arrivé pour l'hiver, nous irons dans un petit wagon rose. Avec des coussins bleus, nous serons bien. Rue de l'Abbaye au près, il traverse le grand jardin et agite le carillon. Ses jambes ne le portent presque au plus de sa veste, il ne reste que les trous de ses chaussures, non plus de semelles et il est si maigre. Qu'une ficelle nouée à la taille retient son pantalon. En 10 jours, il n'a pris que 2 vrais repas au cabaret vert. Et à Bruxelles, chez Paul Durand, l'ami de Georges Isambard était absent. Mais le gîte et le couvert offerts par sa famille ont atténué sa déception et de ne pas rencontrer l'homme de lettres. Puis il a marché de nouveau au marché, sans trêve jusqu'à Douai. Son seul havre, la porte s'ouvre et il sourit devant le regard affolé de la vieille demoiselle qui lui tend les bras pour le soutenir et l'embrasser. Arthur, mon pauvre petit, dans quel état vous nous revenez? Il n'a pas la force d'articuler le moindre mot, mais ses yeux bleus sont plus grands, plus clairs que jamais. Il est guenilleux, miséreux, hâve. Cependant, il ne regrette pas une minute de ce vagabondage de 10 jours en pleine nature. Dieu que salubre était le vent. La rivière. Il est assis à sa table comme un écolier bien sage grâce aux soins journaliers des demoiselles Gindre
Il a repris un peu de dans mon poing et n'a plus l'air d'un Cravaroche. Celui qui parcourait les routes d'Ardennaises, vêtu d'un complet 3 pièces ayant appartenu à Georges Zambar au même âge. Une chemise blanche bien amidonnée. Il noue chaque matin une cravate de soie pour faire plaisir aux vieilles demoiselles. Sur son bureau, il a retrouvé l'intact les manuscrits qu'il avait laissés en septembre. Au retour de sa première fugue, il les recopié avec soin. Ainsi, les poème que son vagabondage lui a inspiré. Il va confier le tout à Paul Demeny, qu'il vient de rencontrer sur un chill. Bientôt publié, peut-être 22 poèmes. Les jours passent et le terme de son séjour à Douai approche. Depuis une quinzaine, les lettres de sa mère pleuvent, ordonnant avec force, menace le retour du petit drôle. Il n'en a pas lu une seule. Un matin, alors qu'il s'apprête à se mettre au travail, après une nuit trop courte ou en compagnie de Georges Zambar, il a fêté la fin de l'Empire. À la proclamation de la République, on frappe à sa porte. Georges Zambar rentre accompagné de 2 gendarmes. Votre mère les envoie pour vous ramener à Charleville, explique-t-il, affreusement gêné. Je ne peux pas m'y opposer. Inutile de protester. Il enfile son gilet, sa veste noue, sa cravate, range ses manuscrits en pile régulière, jette un dernier coup d'œil sur sa chambre. Il ne la reverra plus jamais. Les demoiselles Gindre sont absentes, parties au marché, tant mieux. L'adieu est bien assez douloureux comme ça. Le maître et l'élève se serrent la main longuement. Chapitre 15. Décembre à Charleville. L'hiver sévit depuis la fin d'octobre, saluant la guerre pour rendre la ville plus sinistre que jamais. Une épaisse couche de neige recouvre les rues et transforme la moindre promenade en une longue et dangereuse équipée. Les carolopilitains se terrent chez eux, quai de la Madeleine. Des recriminations incessantes de la bouche d'ombre pousse Arthur à braver les intempéries. Chaque jour, vêtu de sa vieille veste trouée, celle qu'il a suivie dans ses vagabondages et qu'il porte comme un fétiche, une mince écharpe de laine nouée autour du cou, les cheveux longs, la pipe à la bouche, il s'en va par les rues, murmure sur son passage car le jeune Rimbaud a décidément des allures de voyou. Chaque matin, il trouve refuge à la bibliothèque municipale. Lecteur enragé, il dévore depuis 2 mois tout ce que le vieil établissement peut renfermer. Il lit sur place durant la journée, emporte des livres, il lit sur place, il emporte des livres pour la soirée. Et revient le lendemain pour en réclamer d'autres. Pour la énième fois. Il a posé sur le bureau de l'employé de la bibliothèque une liste de titres gribouillés à la hâte. Courbé sur sa table, le bibliothécaire est en train de faire un plantage méticuleux de sa réserve. Personne ne le lui a demandé, mais ce travail qui lui seul juge indispensable a le mérite d'occuper son temps. Une grande feuille de papier jaune est posée devant lui, quadrillée de 4 colonnes. Dans la première colonne, il a inscrit une centaine de titres et à présent, il dessine dans la seconde une étoile, dans la troisième une croix et enfin, dans la dernière, un astérix. Astérisque. Selon les lignes, le nombre de signes varie et se prétend à une interprétation que personne ne pourra fournir. Ses manchettes sales débordant sur ses poignets, le doigt noué à la plume, il n'a pas même levé les yeux sur le gamin qui, debout derrière la table, commence à s'impatienter. Il ne veut pas le regarder, son sourire ironique. Il le connaît trop bien avec le père Bousse. Il était de ceux qui prêchaient que l'enfant prodigue tournerait mal. Jean Hubert, ancien professeur de rhétorique au collège de Charleville, non mobilisable à trouver au sein de la bibliothèque une reconversion momentanée, lui qui a si peur du désordre et de la guerre. Il se trouve heureux là, protégé par les vieux murs bien épais, dans le silence des lecteurs assis sur la chaise, il maudit ceux qu'ils font et lever, comme cet odieux gamin qui depuis 2 mois dépeuple des rayons de sa bibliothèque, se permet de griffonner en marge des livres des choses incompréhensibles, qui le fait grimper jusqu'aux crayons les plus hauts, les plus poussiéreux pour chercher des titres que jamais personne ne réclame et dont lui-même ne soupçonnait pas l'existence. Comment ça ? Il penche un peu plus la tête sur sa feuille. Son nez le gratte car il est allergique à la fumée. La pipe à cet âge, une honte. D'une main tremblante, il repousse la liste des titres. Cette fois, c'en est trop. Ce jeune insolent ne le fera plus lever. Titre indisponible, marmonne-t-il, la barbe noyée dans sa blouse grise.
Comme le regard du gamin le transperce, il se courbe davantage et il se plie. Ses yeux cerclés de noir su derrière les lorgnons, son teint vire au jaune du peu papier sur lequel il gribouille. Il se cale dans son pantalon, fait fou corps avec sa chaise et ses pieds s'agrippent au barreau de son siège et on pourrait presque entendre la paille gémir prête à céder sous les ongles. Lui, debout, le fixe toujours une moue de dégoût sur les lèvres, vieil ours de la fonction publique. Après tout, peu lui importe les livres qu'il lui refuse, cette bibliothèque sordide, épuisée menace de faire de lui un assis, comme les autres ses anciens camarades de collège qui viennent là pour plancher, rattraper les cours que l'on ne donne plus au collège. À cause de la guerre, il promène sur les petits cafards, studieux, disséminé entre les bancs, un regard de haine, puis traverse la salle à grands pas et s'en va. Car la vraie vie est ailleurs, dans la fuite, sur les routes, pas sur une chaise. La jeune Isabelle lui a ouvert la porte en faisant de grands gestes et toutes sortes de mimiques. Mais enfin, que se passe-t-il demande Arthur. Agacé par l'excitation de sa sœur, comme elle lui répond par une nouvelle grimace, il remarque des traces de boue sur le sol. Or, c'est mardi aujourd'hui, jour de ménage. Vitaly vient à sa rencontre, la larme à l'œil, une veste d'uniforme jetée sur une chaise, il comprend. Le jeune soldat est assis dans le grand fauteuil près de la fenêtre, le regard perdu au loin, il a beaucoup maigri et une barbe désordonnée dévore son visage. Blême, le pantalon à moitié déchiré, maculé de boue et de poussière, un sabre encrassé à la ceinture. On dirait qu'un léger tremblement agite ses mains. Le soldat de plan tout rutilant, objet de son admiration d'enfant, semble bien loin. Bonjour Frédéric, dit Arthur. En s'approchant réprimant un sursaut, Frédéric se lève. Les deux frères ne savent plus trop s'ils doivent se serrer la main ou s'embrasser. Après quelques hésitations et l'échange d'une accolade, Arthur, ne trouvant plus aucune parole de bienvenue, se tourne vers sa mère muette, elle aussi, comme a-t-elle accueilli son frère aîné. Avec une gifle, comme celle que lui-même a reçue au retour de sa première figue. Sans un mot comme à son retour de Douai, ou bien au cri de Vive la France. Son visage impassible et simplement plus ridé, vieillissement dû au va-et-vient de ses fils. Frédéric se décide finalement à rompre le silence. Tu as grandi, beaucoup changé, bredouille-t-il. Toi aussi tu as changé, pourquoi ce retour si soudain? À cette question, le visage du jeune soldat se rembrunit. C'est la débandade, murmure-t-il, Metz a capitulé. Mézières va tomber d'une minute à l'autre. Charleville est menacé, les soldats français se replient en désordre. Ils se replient ou ils désertent. Le pauvre Frédéric ne s'attendait pas à une insinuation aussi violente. Que au dépourvu, il se tourne vers sa mère, l'appelant à l'aide du regard. Je ne suis pas un déserteur, finit-il par bourgeonner, tête baissée. C'est dommage, mieux faut déserter que de servir de chair à canon. Pour la gloire d'un empire moribond, tu en parles à ton aise. Toi, rétorque Frédéric, retrouve un peu d'énergie. Moi au moins, j'ai essayé de m'engager, de me battre pour quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu as fait toi, pendant ce temps. Tu t'es battu avec ta plume, c'est ça? Va te changer et donne-moi tes vêtements sales. Je vais les laver. Ordonne Madame Rimbaud à Frédéric, mettant terme à la discussion. Elle prend son sabre, l'aide à retirer ses bottes, va ramasser la veste qui traîne sur la chaise, puis continue de s'affairer dans la pièce. Elle est pleine d'entrain, la famille au complet, cela faisait si longtemps. La dispute amorcée entre les deux frères l'a presque fait. Sourire, c'est un écho du passé, tandis qu'aidée de Vitaly, elle commence à préparer le repas. Isabelle s'exclame soudain. C'est le 31 ce soir. Si on faisait un réveillon puisque nous sommes tous réunis. Oh oui, mon chéri aussi Vitaly, quelle bonne idée. Et d'un geste doux mais non moins insistant, elle arrête Arthur qui allait regagner sa chambre. Madame Rimbaud regarde autour à tour ses deux filles. D'un air complice, la proposition la séduite. Sans attendre, Isabelle débarrasse la table puis va chercher dans la grande armoire la nappe blanche, celle des repas de fête, celle dont on avait oublié l'existence, dit Vitaly de son côté. Affilée dans sa chambre, il revient avec une guirlande dorée qu'elle dispose sur la table. « Où as-tu trouvé ça ?» demande Isabelle de plus en plus excitée. Et sans écouter les explications de sa sœur. Elle fouine de nouveau dans la grande armoire dont elle sort de bourgeois en argent avec une extrême rapidité. Elle les astique et les garnit de bougies. Vitaly s'est éclipsé une nouvelle fois et revient les bras chargés de fleurs, déchets collectionnés lors d'une promenade au bord de la Meuse. Elle jette en vrac sur la table en éclatant de rire. Les deux filles s'agitent encore, telles des petites filles. Et en moins d'un quart d'heure, elles parviennent à dresser une véritable table de fête. C'est pas beau ça? S'exclame Isabelle en battant des mains comme une petite fille. C'est magnifique.
Oh chérie Vitali. Mais Isabelle n'est pas encore à court d'inspiration. La voilà de nouveau en train de fouiller les trésors de la grande armoire. Sautillant de joie, elle revient vers Madame Rimbaud et enveloppe ses épaules de la menthe en chantilly qu'elle n'a plus portée depuis la distribution des prix au collège. L'été dernier, Madame Rimbaud s'était laissé faire un sourire amusé aux lèvres. Elle regarde sa fille qui maintenant pique des fleurs séchées. La table dans un écho sinistre, les deux fillettes terrorisées fixent leur frère aîné, comme si lui seul pouvait leur donner les directives à suivre. Mais celui-ci le teinte aussi pâle qu'à son arrivée, a perdu toute sa verve. Madame Rimbaud et Arthur échangent un bref coup d'œil. Lorsqu'une seconde déflagration, encore plus violente que la première, renverse la vaisselle sur la table, elle est bientôt suivie par un bruit de cavalcade dans la cage d'escalier et par des coups acharnés que l'on frappe à la porte. Madame Rimbaud, crie un voisin. Vite, descendez aux abris avec vos enfants. Les Allemands envoient des obus. Ils sont tout près. Tous les habitants du quai de la Madeleine se sont entassés dans un 15 mètres carrés de cave. Ils ont passé là la nuit du réveillon à trembler de peur, sous les attaques répétées des Allemands. Les cris des enfants se sont mêlés aux pleurs des enfants, aux exhortations des quelques hommes présents. Puis le sommeil est venu à bout de toutes les craintes. Arthur tient Vitali dans ses bras, Isabelle est réfugiée dans ceux de sa mère. Frédéric, pelotté contre le mur, a fini par s'endormir, les bras crispés sur ses genoux repliés toute la nuit. Il n'a cessé de trembler, de sursauter à chaque détonation, oublier le sauvetage dans les tranchées, la bravoure allait au fait sur le champ de bataille, démenti par le masque de peur. Arthur, qui l'observait discrètement, voyait le jeune soldat croiser la place du Cal. Lors du départ des troupes au début de la guerre, Elsine n'avait craint de le blesser. Il se serait rapproché de son frère pour lui chuchoter. Serré, on a moins peur, hein. Comme derrière la teinture de velours napoléen. Il lui aurait dit aussi qu'il avait raison d'avoir peur, raison d'avoir déserté. À présent, tout est calme. Les détonations et les coups de fusil se sont tus. Arthur se dégage doucement de sa jeune sœur, enjambe les corps rallongés au sol et quitte l'abri. Dehors, le froid est vif. La première matinée de janvier sinistre. L'aube incite le jeune homme à marcher comme toujours. Les pieds glacés par la neige, il se dirige vers la place du Cal. La vaste étendue de neige qui recouvre le square se reflète dans le ciel noir. Y allumant des îlots de lumière bleutée, la statue du duc de Nevers se redresse. On se dresse seulement. Tel un gigantesque pic de glace, comme si le malheureux duc avait voulu se cacher derrière cette couverture glacée pour ne pas voir. Là-bas, les taches brunes qui avancent pour ne pas entendre le son du tambour, annonçant ce qu'il redoute, car il arrive. Dans quelques minutes, les troupes prussiennes déboucheront sur la place et prendront leur cantonnement en ville. Charleville occupé par les Prussiens. Charleville incapable de résister. Charleville où il n'y a plus d'eux. Patriote, rien que la trouille. Charleville encore plus insupportable sous la domination étrangère. Le jeune homme tourne le dos à la place du Cal et s'éloigne en poussant à la capitale qui, elle, résiste encore. Pareil, tient le siège, je sais pas, le mèneront là-bas. L'aube vient de le lui souffler. Chapitre 16. Avec sa veste trouée, sa fine écharpe de laine, il grelotte sous la bise qui balaie le quai de la gare de Strasbourg. Pourtant, il pensait qu'à Paris, il ferait moins froid qu'à Charleville. Des gardes nationaux patrouillent un peu partout. Chassepot à l'épaule et son cœur bondit dès qu'il en croise. Un va-t-on l'arrêter? Encore? Non, pas cette fois. Il n'a pas fraudé. Il n'a pas vendu sa montre pour payer le trajet jusqu'au bout et il lui reste même quelques sous. Ils sont presque de quitter la gare qui lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Dehors, il s'attend à voir des lumières, du monde, une vie intense qu'il n'avait pu qu'imaginer lors de son premier séjour dans la capitale. Rien de tout cela. Quelques silhouettes sans visage se traînent. Courbés sous la neige, peu importe, il les remarque à peine. La joie d'être enfin à Paris l'aveugle. Quelle direction prendre? Les rues sont à moitié défoncées, des pavés, il en choisit une autre au hasard et marche vers le nord jusqu'à la porte de Clignancourt. Là, il aperçoit une percée dans le mur et fortification. L'attroupement s'est formé. Il se réjouit à l'idée de pouvoir demander son chemin, d'échanger quelques mots car jusqu'à présent,
Les gens qui l'ont accosté sont demeurés étrangement muets. Il approche et sont des femmes. La plupart, à quatre pattes, fouillent la terre avec une ardeur farouche, creusant à main nue comme des chiens, suyant malgré le froid sous le regard angoissé de leur compagne qui, debout, les encourage. L'une d'elles, apercevant le jeune homme immobile, l'apostrophe. Aide-nous, creuse, dit-elle en levant sur lui des yeux immenses cerclés de noir. N'osant pas refuser, il s'agenouille et se met à creuser lui aussi. La terre, imbibée de neige fondue et lourde et glacée. Au fur et à mesure que les mains lui remis, une odeur nauséabonde s'en dégage, une odeur de putréfaction. Que cherchez-vous finit par demander Arthur, qui redoute d'entendre la réponse. Mon mari murmure une première femme. Mon père lance une autre. Mon fils, tous ceux qui se sont battus ici. On les a enterrés là, à la va-vite, pendant le siège. Les mains grattent la terre encore plus vite. Lui s'arrête, pris de nausée. Bientôt, l'une des femmes pousse un cri. Ça y est, je sens quelque chose. Les autres viennent à la rescousse, s'agrippent à sa jupe pour former une chaîne et tirer avec plus de force. Il se lève et recule. L'odeur est de plus en plus insupportable. Et lorsque la terre émerge un bras dévoré par les vers, il tourne le dos et s'enfuit à toutes jambes. Il court sans plus sentir le froid qui le transperce. Les os, le vent qui le frappe au visage. Le vent qui le frappe au visage. Elle répond à la terrible puanteur du charnier. Qu'est-ce que ça pue? Longeant dans sa course, laissant des fortifications. Il arrive porte-maillot à bout de souffle. Qu'il pose son regard. Non, où il s'arrête enfin et tâche de reprendre ses esprits. Mais où qu'il pose son regard, il ne rencontre que des toits effondrés. Non, effondrés. Murs en ruine, amas de cendres. Le quartier a été pilonné par les tirs allemands et l'odeur de poudre plane encore. Paris résister. Non, Paris a résisté. Lui avait-on dit. Paris a tenu le siège jusqu'à la fin de la guerre. Paris n'est pas tombé. Oui, mais Paris est moribond. Il marche encore tant que ses jambes le portent. Il arrive à oublier sa faim. Un panneau lui donne un regain d'espoir. Champ de Mars. Le Nantes est prometteur, mais il n'y a plus un mètre carré de verdure. Il n'y a qu'un immense parc d'artillerie qui s'étend jusqu'aux Champs-Élysées. Regardant de canons qui fument encore. Au centre, le canon Joséphine Trouve, entouré de tentes déchiquetées, de fusils abandonnés sur les pavés couverts de givre et de sang séché. Place de la Concorde, la fatigue l'empêche de s'émerveiller. L'endroit lui paraît aussi sinistre que la place du Cal à Charleville. Simplement un peu plus grand, quelques restes de barricades se dressent, encore ça et là. Des fauteuils sur un piano défoncé, une porte coincée dans un abat de pavé. Sur la poignée, un bout d'étoffe est accroché, blanc avec des traînées rouges. Le jeune homme lève le nez vers le ciel, blanc lui aussi. La neige a cessé, le froid est encore plus vif. Il a beau serrer son écharpe de laine autour du cou, il ne se la sent plus. Ses poches trouées ne protègent guère ses mains qui le font atrocement souffrir. La neige a brûlé le cœur de ses chaussures et ses pieds sont engourdis. Cependant, il marche encore, tête baissée. Il suit la rue Saint-Honoré qui offre la même spectacle de désolation. Place Vendôme, la colonne se dresse avec là-haut la statue de l'empereur en costume de César. Il n'a pas froid. Lui, dans ses vêtements de pierre, et la mort qu'il regarde de haut ne semble pas lui faire honte. Au bout de la rue Saint-Honoré, il aperçoit le palais royal et le théâtre français. Une lueur d'espoir s'allume, le théâtre français, la maison de Molière. Tandis qu'il se faufile sur les arcades des vers de Racine, lui reviennent en mémoire. Il colle son nez à une porte vitrée comme un enfant. Peut-être va-t-il croiser un comédien en costume. Rodrigue ou Ruibla. La porte s'ouvre et une femme vêtue de blanc se glisse dans l'entrebâillement. Bérénice Esther. Non, sur sa coiffe il y a une petite croix rouge. Ne restez pas là, murmure-t-elle dans un souffle. La porte se referme sur des gémissements de longues plaintes et une bouffée d'air putride saisit le jeune garçon à la gorge. L'odeur du charnier comme porte. Maillot, le foyer du théâtre français a été transformé en hôpital. Déçu, il s'éloigne et voilà qu'on le repousse de nouveau. Ne reste pas là, petit, c'est dangereux, lui dit un homme. Dans les jardins du palais royal, on abat à la hache des arbres qui tendent leurs branches nues comme pour crier grâce à plus de bois, plus de charbon. Pareil tue ces arbres pour se chauffer. Pareil est un ventre cri famine. Pareil n'est qu'une immense plaie béante. Cette fois, ses jambes ne le portent plus avec la nuit. Le froid est devenu insoutenable. Les becs de gaz éteints tentent en vain de s'élever vers le ciel pour chercher la lumière des étoiles. Mais celles-ci sont absentes.
Pas la moindre froufrou. Là-haut, il a faim, terriblement faim. Il a peur aussi. Le marcheur solitaire qui parcourait les routes ardennaises trembla devant les fantômes de la capitale. Il gagne des quais. La Seine gelée n'est qu'une vaste étendue de glace sur laquelle passe une charrette. Là-haut, la lune a la même couleur que la glace. On dirait qu'elle va tomber et se briser sur elle. Il se frotte les yeux, croyant rêver jusque-là. Il n'avait vu que la Meuse prise par les glaces. La fatigue le fait chanceler. Après avoir repéré une vieille péniche, il s'y endort, la tête posée sur un tas de charbon. Odeur de la poudre dans le nez. Son sommeil sera son rêve. Une violente douleur à la tête le réveille. Le tas de charbon qui lui a servi d'oreiller a disparu. Instinctivement, il fouille ses poches. Les maigres sous qui lui restaient se sont volatilisés. Les mains experts qui ont dérobé le charbon sans lui ravir le sommeil ont emporté ses dernières ressources. La seule vision de la Seine gelée qui se fondit à peine sous les faibles rayons d'un soleil hivernal le fait frissonner. Ne vaudrait-il pas mieux rester là, allongé, jusqu'à ce que la glace l'immobilise à son tour? Non. Le blanc courage a marché encore. Il traverse le Luxembourg et s'arrête devant la Sorbonne. Le monument, en partie détruit par les bombardements allemands, semble chuter. Ce n'est pas le moment. Tandis qu'il descend la rue Saint-André des Arts, une main s'accroche subitement à son bras. « Aidez-moi, je vous en prie !» C'est une jeune femme vêtue de haillons. Sans attendre sa réponse, elle entraîne vivement vers un caniveau et elle se met à genoux. « Il faut l'attraper, vite, elle est là, je n'y arriverai pas tout seul. » Ça fait un moment que je la guette, je l'ai entendu couiner, mais cette sale bête ne veut plus sortir de son trou. Il faut l'obliger à montrer son museau et se l'attraper, comme il la regarde d'un air ahuri. Elle ajoute sans trop de conviction. S'il est assez gros, je t'en donnerai la moitié. Tandis qu'elle se recroqueville davantage, la tête presque dans la bouche. Dégoût, il se lève et s'éloigne à reculons sans qu'elle s'en aperçoive, puis se met à courir. Comme il se tourne une dernière fois, il la voit se battre avec un homme qui lui a prêté une main forte et tente de lui ravir son butin. Le dégoût lui monte aux lèvres, mais au fur et à mesure qu'il avance, la pensée de ce morceau de rat qu'il a refusé le fait saliver. Toute la journée, il parcourt la capitale sans plus rien voir. Il s'arrête de marcher, jamais il ne pourra repartir. Le nez fixé sur le pavé, il s'aperçoit que la nuit est tombée de nouveau. Une petite main glacée se glisse alors dans la sienne. C'est un enfant. La farce verdâtre, les traits crispés, vêtu d'une mince blouse de toile. Sans dire un mot, il désigne d'un geste l'enseigne d'une boucherie sur le trottoir d'en face. Arthur comprend que l'enfant a été envoyé par sa mère pour faire la queue avant l'ouverture de la boutique. Il se laisse conduire par le petit qui s'assoit par terre. C'est d'un regard l'invite à en faire autant. Il n'a pas la force de parler. La peur le paralyse, la peur du nord et du froid qui peut le tuer. Pendant son sommeil, Arthur prend place à côté de l'enfant. Retire sa veste et en œuvre les maigres épaules. Non. Et t'en couvre les maigres épaules. La petite tête lourde de sommeil dodeline et se penche vers sa poitrine. Dans un sommeil... Non, dans un soubresaut. L'enfant se redresse et sort de sa poche une bougie qu'il allume et tend à son nouveau compagnon. Balancé par le vent, une pancarte danse sous leurs yeux. La livre des chiens, 5 francs. Le rat, 2 à 3 francs pièce. Le chat, 20 à 30 francs. Arthur fixe la flamme de la bougie pour lutter contre le sommeil. Et lorsque, par le moment, ses paupières se ferment malgré lui, l'enfant le secoue pour le rappeler à l'ordre. Le petit semble avoir acquis une longue pratique, quelques heures de ce passent ainsi. Puis la mère vient rejoindre son fils, puis d'autres enfants, d'autres femmes, et enfin des vieillards. Tandis qu'une lointain carillon graine les heures, le triste cortège s'allonge, toujours en silence. Enfin le jour se lève. 8 heures sonnent. La boutique ouvre, le défilé commence sans la moindre dispute, et bien trop fatigué pour se battre. L'enfant a insisté auprès de sa mère pour qu'elle cède à Arthur un morceau de la viande achetée. Il a dévoré sans savoir que c'était. Et, ravigoré par cette maigre pitance, s'est souvenu d'une adresse 18 rue Bonaparte, la librairie artistique qui publie œuvres de Paul de Demy. La seule vue des livres exposés en vitrine lui regonfle le cœur et il entre et fouille parmi les rayons, ouvre les volumes, feuillette, dévore. L'employé occupé à mettre de l'ordre dans ses étalages. Lui laisse des textes patriotiques. Il tâte ses poches pleines de rimes
Il comptait déposer ici un de ses manuscrits, mais à qui s'adresser? À l'employé en blouse grise? Il cherche encore parmi les piles et repère un volume de Verlaine. Alors vite, il sort de sa veste et une liasse de feuillets qu'il dépose par-dessus. Avant de partir, il s'empresse de le signer. Arthur Rimbaud, quai de la Madeleine 5, Charleville-Mézières. Puis il passe la porte en courant, comme un voleur. S'il avait peur de changer d'avis et de reprendre son manuscrit, le contact avec les livres, l'espoir que les rimes déposées trouveront un lecteur, voire un éditeur, en redonner de l'allant aux jeunes marcheurs. Une nouvelle journée se passe durant laquelle il quitte le cœur de Paris. Il parvient à monter dans une charrette transportant du bois pour le parc de la Courneuve, refuge des sans-abri selon les dires du cocher. La voiture traverse une multitude de villages entourés de champs. Les petites fermes sont bordées d'écuries. Vides pour la plupart, les chevaux abattus ayant servi de nourriture. Pendant le siège, Aubervilliers-Pontin, arrivé à la Courneuve, la charrette est prise d'assaut. On attendait le bois depuis 2 jours. Arthur descend bousculé par les bras qui se ruent sur les bûches. Il se dirige vers l'église pour s'en trouver là un toit pour la nuit, mais on le refoule bien vite. L'église abrite les soldats blessés qui n'ont pas pu être transférés dans les hôpitaux. Après avoir avalé un bol de soupe et un morceau de pain infect, pétri avec de la paille hachée faute de farine, il va rejoindre un tas de miséreux agglutinés autour d'un feu. Étendu parmi les inconnus crasseux comme lui, le Crelotte prend ça. Lui chie alors une fois. Il se tourne vers un visage sans âge, bruné dévoré par une barbe en broussaille. Un homme lui tend son manteau. Il accepte l'offre sans se faire prier, tandis que l'autre, vêtu d'un tricot noir, debout lui montre ses bras nus, marqués de cicatrices. Les Prussiens, explique-t-il avec fierté. Les ai cognés, mon gars, tant que j'ai pu. Pour un coup donné, ils sont ramassés d'eux. Le siège de Paris, mon bonhomme, c'était quelque chose. Mais c'est pas fini. Ce qui nous attend est pire. Il soulève son tricot, découvrant un torse affreuse. Smont, maigre, là, il reprend-il. Là, reprend-il. Il y a encore de la place là pour d'autres cicatrices. Mais la guerre est finie, bredouille, Arthur, grelottant de plus belle à la vue de ce corps à demi nu. La guerre contre les Prussiens, oui, mais l'autre va commencer. La guerre contre les Versaillais. La commune, mon gars. Mon gars, la commune. Le mot a un effet magique. Autour d'eux, les yeux s'ouvrent, les bustes se redressent, les visages s'animent, reprennent des couleurs. La commune. Tous les bouches répètent ce mot. Le scandent très vite. Le groupe se resserre autour de l'homme au tricot. La nuit est tombée, le feu se reflète dans ses yeux noirs qui rivalisent d'éclairs avec les flammes. On va se battre, pense-t-il. Et le drapeau rouge, on va flotter sur le bœuf froid de l'hôtel de ville. On va installer des barricades dans tous les coins de la capitale. On les tournera vers l'ouest, dans l'ombre des voix qui lui font écho, pleines de rage. Oui, des barricades, partout. Des barricades, à la Bastille, place de la Concorde. On va abattre la colonne Vendôme. Vive l'armée des partisans. Vive le drapeau rouge. Et nous alors? Les hommes se taisent. Une femme est venue s'asseoir près de l'homme au tricot. Grande, forte, une longue balafre marque sa joue gauche. Nous aussi, nous serons là, crie-t-elle en dressant le poing. Avec nos enfants, comme pendant le siège. Elle nous installera notre barricade à nous, sur la place blanche. Montrez-vous donc, les ouvriers, les lingères, les domestiques, de la main. Elle désigne des mains qui se détachent dans l'obscurité. Des silhouettes se dessinent, fines et frêles. Des femmes se lèvent et viennent s'accroupir à ses côtés. Jupes relevées, épaules dénudées, les seins tendus par le froid, pointant tous les corsages illuminés. Et voilà qu'elles se mettent à crier elles aussi. On mettra le feu aux maisons des bourgeois. On les arrosera de pétrole. On mettra le feu à tous les bâtiments publics, aux Tuileries, au Palais Royal, au Quai d'Orsay. Nous embraserons le ciel. Il deviendra incandescent, rouge, rouge, rouge. Tout en répétant ce mot, la femme à la balafre tend les mains vers le feu. Depuis le début, Arthur n'a cessé de fixer les longs doigts d'un agile qui se mouvait, faisait des cercles ou se rassemblait pour dresser le poing. Tandis que les mains dans son corps semblables à deux oiseaux, il se bat rougi par l'éclat des flammes. Il apparaît bientôt parmi les braises. Il se dresse, le voleur de feu. Baou! Son plumage lui aussi paraît incandescent. Il se pose sur l'épaule d'Arthur et aussitôt,
Vient le réconfort, vient la chaleur, vient les voix s'estompent. Ça y est, il n'entend plus rien. Fasciné, il ne voit plus que les mains de la femme et la balafre. Ses mains fortes, damnées et pâles à la fois. Menacé par le reflet de la mort, confesse ses mains, se demande-t-il. Ses mains d'ange dans les doigts vont saigner dans un pareil insurgé. Le feu s'est éteint, les yeux se sont fermés, les voix se sont tues, les mains reposent, glacées par le froid. Le sommeil est venu renforcer le rêve des promesses de victoire. Les miséreux dorment tandis que lui, l'oiseau sur les épaules, l'oiseau enfin au rendez-vous passe la nuit à noircir son carnet de rimes pour les mains de Jeanne de Marie. Après une nuit sans sommeil, l'aube disperse les inconnus de la Courneuve. Mais Arthur ne peut se résoudre encore à fuir la capitale. Alors il ne lui reste plus qu'à marcher, mis par un ultime espoir. On rencontrait André Gill, le caricaturiste, dont il a tant admiré les dessins dans les journaux. Il habite Montmartre, c'est bien loin, une journée de marche. Arrêté à bout de force, terrorisé par la nouvelle nuit glaciale qui s'annonce, il y arrive. Quand l'artiste est rentré chez lui, il a retrouvé allongé sur son lit un gamin crasseux. Il n'a pas été surpris, son atelier est toujours ouvert. Les inconnus y entrent souvent pour chercher un peu de chaleur. Il a tendu la main vers le jeune intrus, mais c'est soudain figé. Il a vite saisi un crayon, une feuille de papier et il a dessiné les paupières fermées. Le nez fin, et droit, les joues maculées par les traînées de charbon, les cheveux blancs grouillants de poux, les lèvres pourpres, la moue boudeuse. Il a tracé un cercle autour de ce visage frondeur avec une bulle dans laquelle il a écrit « Aura !» Il a changé l'ébauche dans un coin et a réveillé le modèle. « Qui es-tu ?»« Arthur Rimbaud. »« Connais pas. J'écris des poèmes. »« Ah bon, d'où viens-tu ?»« De Charleville-Mézières. »« Eh bien, il faut y retourner. Tiens, voilà 10 francs. » Et le voilà qui repart à la peau rongée par la boue et la peste des vers plante les cheveux et les aisselles pour une longue route solitaire par les nuits d'hiver. Sans gîte, sans habit, sans pain, le cœur gelé pareil l'a déçu. Au bout de 6 jours de marche, Charleville, de nouveau Charleville, décidément il a nausé, toujours. Fin du chapitre, j'espère que vous aurez aimé là. On va se laisser là-dessus. Mais on se retrouve pour de nouveaux chapitres. Bye.